Alors merci beaucoup, merci de cette introduction et merci de m'avoir invité à vous parler de vaccination de la femme enceinte. Et puis je vous ai mis entre parenthèses aussi de la future maman, dans la mesure où parfois il faut effectivement y penser finalement avant la grossesse, mais on va bien entendu se restreindre aujourd'hui à ce qui se passe pendant la grossesse. Alors mes conflits d'intérêts, effectivement, je suis investigateur dans un centre d'investigation clinique pour les essais vaccinaux, donc j'ai quelques conflits d'intérêts avec les laboratoires. Alors, concernant les objectifs de la vaccination de la future maman, vous le savez tous, un intérêt, c'est d'abord de protéger la maman de maladies infectieuses qui sont potentiellement plus sévères dans le cadre de la grossesse. Moi, je dis souvent aux étudiants, vous savez, la femme enceinte, c'est une allogreffée pendant 9 mois. Donc forcément, elle est un peu immunotolérante et donc les choses se passent un peu moins bien si elle présente la grippe ou le Covid. D'éviter la transmission materno-fétale de pathologies infectieuses qui peuvent être responsables de malformations congénitales. C'est l'exemple de la vaccination rubéole et varicelle, bien entendu, en période préconceptionnelle et non pas au cours de la grossesse, et éventuellement de vaccins à venir. Et d'éviter la transmission de pathologies graves chez le nouveau-né. Alors, c'est plus un problème, on n'en voit plus en France, mais le tétanos, bien entendu, la coqueluche et le virus respiratoire syncytial. Donc une future maman, elle peut être vaccinée avant, pendant la grossesse, et si on a raté ces deux possibilités-là, en postpartum. Alors, quelles sont les recommandations actuelles de la vaccination chez la femme enceinte? Premièrement, vous le savez tous, depuis 2022, il est recommandé de vacciner à chaque grossesse, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, les femmes enceintes contre la coqueluche. Il reste la possibilité de rattraper en postpartum, mais on va voir que ça doit être notre plan B et non pas notre plan A. La grippe, quel que soit le terme, avec une injection, le Covid-19, alors on pourrait se poser la question de savoir s'il y a encore un intérêt en 2025 à proposer la vaccination grippe Covid à chaque grossesse. On verra que les femmes enceintes sont toujours dans la recommandation cible. Et le VRS, la vaccination avec la Brisevaux entre 32 et 36 semaines d'aménorrhée dans la période épidémique ou pré-épidémique de septembre à janvier. Alors moi, quand on me pose la question de savoir s'il faut vacciner les femmes enceintes, j'ai tendance à résumer deux situations. La première, c'est est-ce utile, en me posant la question pour la femme enceinte, pour le nourrisson, et est-ce que c'est vraiment efficace? Et est-ce que c'est sûr, puisque bien entendu, c'est toutes les questions que les patientes vont vous poser. Elles vont avoir peur pour elles et bien entendu pour l'enfant à naître. Alors, maintenant, ça fait 5 ans, le Covid-19 et le confinement, vous vous souvenez, on n'aurait même pas fait ce congrès il y a 5 ans. Et finalement, ça nous avait beaucoup marqué l'impact fort des femmes enceintes et notamment leur admission en réanimation et le risque de menace d'accouchement prématuré. Mais il y a toujours un surrisque de menace d'accouchement prématuré, de mort fœtale in utero et de prééclampsie avec les infections à SARS-CoV-2, notamment avec les atteintes vasculaires qui peuvent être entraînées par l'infection à SARS-CoV-2. Donc bien entendu, les odds ratios qui sont affichés ici dans ce papier de Nature Reviews sont des odds ratios à l'époque. Probablement qu'on a moins de risques aujourd'hui parce qu'on a la plupart des femmes enceintes qui sont déjà immunisées. Mais très clairement, il reste quand même un intérêt à vacciner les femmes enceintes. Ça a été une population finalement assez difficile à vacciner parce que malgré une recommandation assez précoce, dès le mois d'avril 2021, en 2022, c'était des données qui avaient été collectées par Epiphar, il y avait quand même encore 31% des femmes enceintes qui n'avaient jamais reçu une dose de vaccin. Donc elles n'avaient pas été vaccinées avant la grossesse dès la période où on a vacciné les jeunes patients et derrière, c'était très difficile à rattraper. Alors, les données de sécurité pour les vaccins à ARN messager, puisque ce sont les seuls recommandés chez la femme enceinte, et puis c'est les seuls qu'on a à disposition à l'heure actuelle, très clairement, on a des données extrêmement rassurantes de vraie vie. Ces données qui avaient été publiées dès août 2022 dans le BMJ montraient qu'il y avait moins de grande prématurité, moins d'enfants morts-nés chez les patientes vaccinées, avec vraiment une réduction, alors indépendamment du fait qu'elles aient fait ou non une infection à SARS-CoV-2. Et donc, globalement, on était plutôt rassurés sur le risque d'accouchement prématuré chez ces patientes vaccinées. Epiphar a présenté notamment sur les anomalies de malformation congénitale la semaine dernière, en fin de semaine, à Nancy, des données qui sont extrêmement rassurantes sur des millions de femmes vaccinées.
Alors, efficacité de la vaccination pour les mamans. Effectivement, la vaccination a permis, et ça, c'est des données qui ont été publiées avec le variant Omicron, puisque l'une des questions qu'on pourrait se poser, c'est finalement Omicron est quand même moins grave que les variants ancestraux. Et bien finalement, c'est des questions à laquelle les Anglais ont répondu en prenant des données entre novembre 2021 et juin 2022. Et effectivement, la vaccination reste efficace pour éviter sur un critère composite les hospitalisations, le recours à la réanimation et le décès des femmes enceintes avec une efficacité à 94%. Alors finalement, bénéfice pour la maman, oui. Sécurité d'utilisation, oui. Est-ce qu'il y a un intérêt à vacciner pour prévenir les hospitalisations des nourrissons? La réponse est oui, puisqu'il y a une réduction de 53% du risque d'hospitalisation. En fait, il y a quand même une transmission materno-fétale ou même maternelle dans les premières semaines de vie, qui dans les premières semaines de vie conduisent à des hospitalisations. Et donc finalement, la vaccination et le rappel au cours de la grossesse permet de réduire de moitié le risque d'hospitalisation des nourrissons. Donc, impact pour le nourrisson aussi. Alors, quant à la grippe, finalement, on avait oublié pendant 4 années, puis la saison 2024-2025 nous l'a rapporté avec beaucoup d'efficacité. Et effectivement, la vaccination contre la grippe, dont je peux l'attester, est modérément efficace. C'est un vaccin qui a une efficacité de l'ordre de 50% pour éviter les grippes, notamment pour les sous-types H3N2. Eh bien, si on s'intéresse chez la femme enceinte, quand même, ça réduit le risque de 50% de faire la grippe, de 60% de présenter de la fièvre au cours de la grossesse, ce qui, je vous le rappelle, augmente un petit peu le risque d'accouchement prématuré, et aussi un peu le risque de prééclampsie, de mort fœtale in utero et d'admission en réanimation néonatale, même si cette efficacité peut vous sembler modeste, elle est là. Et ça, c'était des données qui avaient été collectées avant la pandémie de Covid-19. Est-ce que c'est sûr de vacciner contre la grippe? Ce papier qui a été publié très récemment dans le CID, alors certes dans une cohorte historique, puisqu'entre 2010 et 2016, et effectivement près de 78 000 grossesses, aucune malformation, quel que soit le trimestre d'administration du vaccin contre la grippe. La coqueluche. Alors la coqueluche, c'est un peu un cas d'école, je dirais, d'intérêt de la vaccination maternelle. La coqueluche, on peut retenir qu'à peu près tous les 5 ans, on a un gros pic épidémique. On n'en a pas eu 5 ans après le pic précédent, puisque 2012-2013, derrière, il y a eu des événements un peu moins importants et des mesures, on va dire, de santé publique avec le port du masque systématique qui ont fait qu'on a eu une plus longue période de calme. Fatalement, la coqueluche réémerge, en 2023-2024 avec une épidémie sans précédent en France, avec un décès important de nourrissons un nombre de décès relativement important de nourrissons de moins de 1 an. Alors pourquoi vacciner les mamans? La première chose, c'est que la maman, là c'était des données un peu anciennes, mais des données françaises, dans près de 40% des cas, c'est la maman le cas index. Effectivement, c'est celle qui va prendre le plus soin de son bébé. Donc en la vaccinant, on va déjà éviter qu'elle soit infectée et donc qu'elle puisse infecter son enfant. Bien entendu, le transfert passif d'anticorps par voie transplacentaire et la vaccination au cours de la grossesse est tout aussi immunogène que si on l'a fait en postpartum. On sait que c'est un scénario plus efficace que la vaccination en postpartum et surtout la vaccination en postpartum va nécessiter que vous vacciniez tout l'entourage. Et vous savez bien à quel point il est difficile d'aller vacciner le papa, les grands-parents, les tantes, les cousins et les cousines. Alors, il y a un effet un peu négatif de cette vaccination maternelle qui est ce qu'on appelle l'effet blunting. C'est-à-dire que lorsqu'on vaccine les nourrissons dont les mamans ont été vaccinées au cours de la grossesse, le taux d'anticorps post-vaccination monte moins fort que ceux pour lesquels les mamans n'avaient pas été vaccinées. Alors, je tiens à vous rassurer, ce n'est pas parce qu'on a des taux d'anticorps qui montent un peu moins fort que finalement on est moins bien protégé cliniquement. On n'a pour le moment, en tout cas, pas d'études qui ont montré que cette moindre immunogénicité était associée à une perte d'efficacité clinique. Et en tout cas, ce n'est pas la vaccination maternelle qui est responsable de l'épidémie qu'on a pu vivre cette année. Alors revenons sur les recommandations HAS. Donc il faut vacciner toutes les femmes enceintes, même si elles ont été enceintes il y a moins de 18 mois, entre 20 et 36 semaines d'aménorrhée, à chaque grossesse. Et il faut absolument que la vaccination ait lieu 1 mois minimum avant l'accouchement.
Donc voilà, une patiente qui accouche, qui a son 3e et qui en général accouche avec 2-3 semaines d'avance, n'attendez pas la 36e semaine d'aménorrhée pour la vacciner. Sinon, vous allez être obligé de refaire une stratégie de cocooning. La co-administration est possible avec la grippe et le Covid. La HAS, en juillet 2024, devant l'ampleur de l'épidémie, a remis à jour ses recommandations, surtout en renforçant l'idée qu'il fallait absolument vacciner les femmes enceintes et surtout ne pas différer la vaccination des nourrissons à l'âge de 2 mois. Et elle rappelait aussi un point important, que tout professionnel de santé ou de la petite enfance en contact avec des nourrissons de moins de 6 mois et qui n'avaient pas de rappel datant de moins de 5 ans fasse un rappel de vaccination DTP coqueluche. Et ça, c'est un point vraiment hyper important parce qu'effectivement, autant dans la stratégie familiale, si on a vacciné la femme enceinte, on est tranquille, sauf que dans les professionnels de la petite enfance, on n'est pas sûr qu'ils vont prendre soin uniquement d'enfants dont les mamans ont été vaccinées au cours de la grossesse. Alors, est-ce sûr de vacciner les mamans au cours de la grossesse contre la coqueluche? Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler d'études qui avaient montré, comme celle-ci, une petite augmentation du risque de prééclampsie et de chorioamniotite. Alors, quand on va regarder d'un petit peu plus près ces données, et c'est d'ailleurs très largement discuté dans cet article, c'est que c'est des études observationnelles et qui ont pris en fait comme comparateur des cohortes historiques de femmes enceintes, comme non vaccinés. Et en fait, on observe une augmentation de l'incidence des prééclampsies et des chorioamniotites au cours du temps. Là, c'est un essai randomisé. Alors, ça a un peu moins en termes de nombre de patientes, c'est moins important, forcément, que dans l'essai précédent qui était sur plusieurs milliers de femmes enceintes. Il n'y avait pas de sur-risque de complications obstétricales. Et de manière très intéressante, une étude danoise a été publiée la semaine dernière dans CMI sur une cohorte nationale entre 2019 et 2023. Ils ont pris toutes les femmes enceintes avec une première grossesse. Alors j'imagine qu'ils ont pris que la première grossesse parce que peut-être qu'au Danemark, quand on tombe enceinte 2 fois à 18 mois d'intervalle, on ne revaccine pas. Je suis désolée, je ne suis pas allée vérifier les recommandations vaccinales danoises parce que j'avais peur que mon niveau de danois ne soit pas très bon. Donc l'efficacité vaccinale sur la coqueluche confirmée biologiquement chez le nourrisson, c'était 72%, sur les hospitalisations 66%, et effectivement, ils observaient aussi une petite différence de risque d'hypertension artérielle et prééclampsie, mais qui disparaissait après ajustement sur les vaccinations Covid-19 et grippe. Les données de couverture vaccinale qui ont été produites par Epiphar, forcément, une épidémie arrive, les mamans ont peur. Donc, il y a certains départements, les départements dans lesquels il n'y a pas beaucoup d'hésitation vaccinale, comme l'ouest de la France, sont fortement vaccinés. Et par contre, les DROM et les régions de France métropolitaine les moins bien vaccinées pour les autres vaccins restent aussi en dessous des objectifs. Enfin, le VRS. Alors, pourquoi vacciner les femmes enceintes? Tout simplement parce que près de 60% des infections respiratoires basses des femmes enceintes, des nourrissons sont liées au VRS et qu'elles sont responsables d'hospitalisation. On a un vaccin disponible pour la femme enceinte à l'heure actuelle, qui est donc l'Abrysvo, un vaccin protéique non adjuvanté, bivalent. Donc, dans son essai de phase 3, l'efficacité était de l'ordre de 80% à M3 et de 66 ou 69% à M6. Il n'y avait pas de différence entre le vaccin et le placebo sur la survenue des événements indésirables. Alors, en termes de sécurité en vraie vie, parce que l'un des essais d'un des vaccins VRS chez la femme enceinte a été interrompu compte tenu d'un signal sur un risque de menace d'accouchement prématuré, il y a eu des données de vraie vie qui ont été produites avec l'Abrysvo et qui montrent que c'est plutôt rassurant, pas d'augmentation du risque de menace d'accouchement prématuré, ni d'hypertension artérielle gravidique, ni de retard de croissance. Alors la question que vous brûlez de poser peut-être, c'est qu'est-ce que je fais entre le nirsevimab et l'Abrysvo? Alors effectivement, le nirsevimab, on a l'impression qu'on a des efficacités qui sont assez similaires dans les 3 premiers mois à ce qu'on peut observer avec la vaccination. Et l'une des remarques éventuellement, c'est de dire qu'avec le nirsevimab, à 6 mois, on a également une efficacité qui se maintient alors qu'on a une petite baisse avec la vaccination. Peut-être. Sachez qu'en vie réelle, pour le moment, nous n'avons pas d'études qui ont comparé les 2 stratégies qui soient publiées. J'espère que ça devrait arriver dans les semaines à venir. Et en tout cas, il faut quand même retenir qu'aujourd'hui, le nirsevimab n'est plus pris en charge à 100%, mais qu'à 30% et qui coûte 401 €, et que l'Abrysvo est pris en charge à 100% pendant la grossesse, avec un coût à 196,10 €.
Sachez aussi, je n'ai pas pu présenter les résultats ici, mais qu'il y a plusieurs enquêtes et que nous, on en a conduite à Saint-Étienne. Les femmes enceintes n'ont pas de préférence, mais attendent une recommandation des soignants. Donc peut-être que c'est à vous d'être un peu proactif et de vous faire votre idée entre ce que vous préférez entre nirsevimab et Abrysvo. Alors un peu de perspective, effectivement on est complètement en train de changer de paradigme sur les femmes enceintes, je vais vite pour terminer, et pour vous dire aussi qu'à l'échelle mondiale, le streptocoque B reste un important tueur. Vous le dépistez, il est systématiquement dépisté comme portage chez les femmes enceintes, et qu'il y a une priorité à développer un vaccin contre le strepto B, actuellement un est en phase 2. Et pour terminer aussi un petit mot de la complexité à convaincre les futures mamans. Et je vous conseille de lire cette revue systématique et méta-analyse sur les facteurs associés aux intentions de vaccination chez la femme enceinte. Et surtout, de vous arrêter au deuxième point que j'ai mis en gras, c'est le fait que de recevoir la recommandation par un professionnel de santé de la vaccination multiplie par 12 les intentions de se faire vacciner. Malheureusement, on le sait, trop peu de femmes rapportent avoir eu une recommandation de vaccination au cours de la grossesse. Donc je crois qu'il faut être clair, ça ne veut pas dire qu'elles ne l'ont pas forcément eu, ça veut dire en tout cas qu'elles n'ont pas compris ça comme une recommandation très claire. Alors en termes de perspective, voilà ce qui pourrait arriver un jour. Donc je vous ai dit, j'ai repris en fait ma slide de départ. On a aussi des vaccins qui pourraient être faits en préconceptionnel contre le cytomégalovirus pour éviter les réactivations et les infections CMV pour réduire l'impact sur les malformations congénitales. Et pourquoi pas demain, un vaccin anti-streptococcique. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Amandine, beaucoup de choses intéressantes. Est-ce que tu peux juste nous redire sur les anticorps maternels? Enfin, moi, c'est une question que je me pose toujours. Est-ce que sur ces quatre vaccins, combien de temps ça dure chez le nourrisson? Tu parlais de blunting, en sachant qu'on commence à 2 mois. Voilà, donc la vaccination du nourrisson. Globalement, effectivement, avec un transfert passif d'anticorps, alors on voit qu'avec quand on fait du VRS, on a quand même une efficacité qui n'est pas négligeable à 6 mois. Hein, donc ça veut dire qu'on est quand même sur de l'efficacité à 66%. Alors je ne me souviens pas tout à fait des durées quand on dose éventuellement les anticorps. Hein, ça a été fait dans différents papiers. Mais on est quand même assez tranquille pour passer le cap des 3-4 premiers mois de vie qui sont quand même les périodes les plus difficiles. On voit bien qu'avec le nirsevimab, on a eu un décalage des épidémies, de l'âge des enfants hospitalisés pour un VRS. Et ça n'a pas tout à fait le même impact d'avoir du VRS à 8 mois qu'à 2 mois. Quoi. Donc je crois que vraiment il faut être assez rassurant sur ces difficultés de durée d'immunogénicité. Il y a des papiers, mais j'ai peur de vous dire trop de bêtises en vous disant vraiment, et puis je crois qu'il n'y a pas non plus un cut-off systématique du jour au lendemain. Quoi. Et grippe et Covid au premier trimestre ou vraiment il y a des pays qui commencent qu'au 2e trimestre? Alors moi, ça ne me choque absolument pas de faire grippe et Covid au premier trimestre. Par contre, je pense que ce qui est vraiment important, c'est pour les deux, on est sur des campagnes de vaccination qui sont saisonnières. Et c'est donc de s'assurer un petit peu où on en est la patiente. Je ne suis pas sûre qu'il faille toutes les vacciner le 15 octobre. Mais à mon avis, la bonne période, même si je l'ai fait moi-même et que ça n'a pas complètement marché, la bonne période pour vacciner, c'est de vacciner avant fin novembre pour la grippe, pas trop tôt, pas trop tard. Et ben, on le fait en fonction de à quel moment la femme enceinte est de sa période. Je ne calculerai pas trop sur les semaines d'aménorrhée, mais plutôt sur la saisonnalité de l'infection. Alors, la salle, les micros sont ouverts pour vous. Je ne sais pas si c'est les... Vous avez des micros à passer dans les... Comme il n'y a pas de micro. Ou alors vous parlez très fort. Comme il n'y a pas de micro dans les allées, peut-être que vous pouvez descendre. Enfin, vous avez des micros en haut à distribuer? Non? Bon. Alors, les questions. Voilà, la question, c'est est-ce qu'il y a des vaccins coqueluche monovalents? Malheureusement, je dirais que ça fait plus de 20 ans qu'on réclame un vaccin coqueluche monovalent. La réponse est non. Et effectivement, à chaque fois, il faut répéter des TP. Après, il n'y a pas de problème de tolérance. Hein, par contre, il ne faut pas non plus être trop angoissé. Je répète la question. Oui, c'est peut-être une erreur. Effectivement, s'ils n'ont pas reçu de vaccin... Tu peux répéter la question pour la salle?
Alors, c'est la question sur le rappel de vaccination des TP coqueluches chez les professionnels de santé. Effectivement, il y a peut-être une coquille dans ma slide. C'est bien entendu s'ils n'ont pas reçu de rappel depuis moins de 5 ans. Je vous rappelle que normalement, on fait des rappels entre 25 et 65 ans. Les rappels se font tous les 20 ans pour le DTP coqueluche. Et donc là, il faudrait effectivement, si on a un rappel qui date de plus de 5 ans, il faut bien entendu faire un rappel. Alors, c'est une recommandation qui est dans un contexte épidémique. Elle n'est pas forcément amenée à être systématisée. D'autres questions? On a encore... on a un peu de temps, donc n'hésitez pas. Après, si on n'a pas... Oui. Il y en a une. Essayez de parler fort, on essayera de répéter, désolé. On va vous passer un micro. Merci de la présentation. Ma question, elle porte sur les données concernant la vaccination contre le Covid pendant la grossesse. Vous avez présenté des données qui étaient sur des données de 2020, 2021, 2022. Est-ce qu'on a des données plus récentes? Vous avez souligné vous-même que le contexte épidémique était radicalement changé. Alors en termes d'efficacité, j'en ai pas trouvé de plus récente. Il faut dire qu'il y a quand même un ralentissement de la vitesse de publication des données sur le Covid-19. En tout cas, j'ai l'impression que les données en termes de tolérance sur les malformations congénitales qui ont été présentées la semaine dernière par Epiphar sont des données qui couvrent une période beaucoup plus longue. Mais j'ai pas eu accès à la communication complète. En tout cas, je pense que c'est peut-être sur l'efficacité, notamment sur l'infection à SARS-CoV-2, qu'avec les vaccins actuels, on serait un peu moins bon que ce qui a été démontré avant. Mais il n'y a pas de raison qu'on bouge en termes de sécurité. Autre question? Remarque? Sinon, on passera au sujet suivant. Bonjour. Oui, est-ce qu'on sait est-ce qu'on connaît l'efficacité du vaccin contre la coqueluche à moins de 5 ans? Parce qu'on a une épidémie, nous, en juin-juillet, de coqueluche en école maternelle et primaire. Sur notre commune, on a été assez étonnés du coup. D'enfants vaccinés, on entend bien. Oui, des enfants qu'on suit au cabinet et il y a eu une épidémie de coqueluche maternelle primaire. Alors effectivement, l'efficacité, vous avez vu, elle est loin, j'ai présenté que des efficacités de la vaccination maternelle, mais l'efficacité de la vaccination coqueluche est loin d'être quand même à 100%. Donc c'est à partir du moment où vous avez un contexte épidémique, c'est normal d'avoir des enfants vaccinés qui vont développer quand même une coqueluche, mais c'est une réduction du risque quand même. Et puis, l'autre question aussi, c'est qu'on sait quand même que la durée de l'immunité contre la coqueluche est quand même relativement vaccinale, relativement courte, à moins de 5 ans. C'est pour ça qu'il y a cette recommandation HAS pour les professionnels de santé. Donc, ce n'est pas totalement surprenant, mais c'est surtout lié à une importante circulation de la coqueluche qu'on peut voir effectivement des épidémies malgré la vaccination. Je me permets de m'immiscer dans votre présentation. En fait, pour la coqueluche, comme pour d'autres valences qui sont dans l'hexavalent, on est passé à 2+1 depuis 2013. Et on a publié il y a 2 ans, 3 ans, et pour la coqueluche et pour les infections invasives à Haemophilus influenzae B, les 2 doses en primo-vaccination ne sont pas suffisantes. Et ce qui explique beaucoup de déclin dans la réponse. Donc, ce n'est pas vraiment un échec vaccinal primaire, c'est un échec vaccinal secondaire lié au déclin rapide de la réponse, puisqu'on a 2 au lieu de 3 et on n'a plus de tout de rappel dans la 2e année de vie. Et on a effectivement une augmentation, et ça on l'a vu aussi en termes de séroprévalence, que ce soit pour la coqueluche et pour Haemophilus influenzae B. Donc, c'est vraiment quelque chose de préoccupant. Et si je peux compléter, on sait que les vaccins cellulaires, effectivement, ont une moins bonne efficacité. Quand même, c'était évalué à peu près à 80%. Donc ça, c'est la première chose. Et il y a aussi un débat sur les composants. Pendant longtemps, on a dit, au fond, c'est pas important qu'il y ait 2, 3, 4, 5 composants. Mais il y a effectivement un débat à suivre sur est-ce qu'il y a importance, voilà, est-ce que la nature, et si vous regardez de près dans les hexavalents, ils n'ont pas tous
les mêmes composants. Donc ce qui serait intéressant et ce qui sera intéressant dans les épidémies, c'est de savoir avec quel vaccin les enfants ont été vaccinés avant aussi. Je pense que c'est des choses à suivre pour la suite. Et ce qui renforce aussi que souvent ces petits enfants en maternelle peuvent avoir la maman enceinte aussi, et donc on en revient à l'idée qu'il faut vraiment vacciner ces femmes enceintes. Une dernière question ? Merci beaucoup. Une petite question sur la définition d'efficacité vaccinale. Est-ce qu'on parle d'efficacité sur la déclaration d'une maladie symptomatique ou sur la gravité, la réduction de l'hospitalisation? De quoi on parle en fait? Merci. Alors ça dépend des études, ça dépend des vaccins, et donc ça, il faut regarder à chaque fois, chaque publication, quel est le critère principal de jugement choisi. Effectivement, très souvent maintenant, on a pris l'habitude de prendre comme critère les hospitalisations et les hospitalisations liées à l'infection, notamment pour la vaccination VRS, plutôt que les infections, on va dire, paucisymptomatiques. L'une des raisons aussi pour lesquelles on va prendre ces critères de jugement qui sont pertinents sur le système de soins, c'est qu'aussi, si on voulait vraiment savoir si un vaccin était efficace contre une infection virale, notamment c'est ce qu'on a vu pour le SARS-CoV-2, il faudrait qu'on écouvillonne le nez des personnes de manière très régulière. Donc quand vous prenez des essais cliniques avec 3500 femmes enceintes et que vous leur demandez de s'écouvillonner le nez toutes les semaines pour savoir si elles sont infectées par le SARS-CoV-2, au bout d'un moment, on a un peu moins de participantes quand même. Donc ça, c'est un point important, et donc vraiment l'efficacité vaccinale, il faut vraiment regarder à chaque fois, et c'est parfois ce qui peut différer pour comparer deux stratégies, notamment entre des anticorps, une immunisation passive ou de la vaccination. Il faut regarder un petit peu plus près dans chaque étude. Voilà. Mais très clairement, il n'y a pas de vaccin efficace à 100%, et donc on est quand même très content quand on a des niveaux d'efficacité vaccinale qui sont de l'ordre de 80%. C'est déjà énorme en termes d'impact sur le système de soins. Merci beaucoup. Eh bien,